Je suis Hervé Van Rijn, fondateur du groupe RH Performance, spécialisé dans le recrutement, la formation, le coaching, le team building et l'outplacement. Et j'ai le plaisir d'animer ce 4e épisode de l'interview, première fois en compagnie de Franck Royer. Bonjour Franck. Bonjour Hervé. Comment vas-tu ? Très bien, ravi d'être ici. Eh bien nous aussi, avant de rentrer dans toutes ces premières fois, je vais faire une courte présentation. Avec Franck, on s'est rencontrés par des réseaux communs, et notamment tout un réseau autour de l'économie sociale et solidaire, de l'entraide, de business, on va dire, équitable et responsable. Et puis, j'ai eu la chance aussi de pouvoir rencontrer Franck et, on peut le dire, t'aider dans ce beau projet que vous avez animé l'année dernière, sur lequel vous vous êtes beaucoup investi, qui sont notamment les JO. Mais je fais un peu de teasing. Voilà. Si tu devais te présenter succinctement en 1 minute, qu'est-ce que tu aimerais rajouter, Franck ? Je m'appelle Franck, je suis l'un des 2 cofondateurs de la Consignerie, avec Pierre, mon associé. Je viens de l'Est, je viens de Nancy à la base, et je suis arrivé à Lille pour les études. J'ai passé quelques années chez Le Saffre, dans l'agroalimentaire, à découvrir la levure de fermentation. Et ça m'a donné la passion de travailler avec les artisans. Et c'est ce pourquoi j'ai lancé la Consignerie il y a quelques années, il y a déjà 5 ans de ça. Et oui, vous avez tous compris, on va parler avec Franck de la Consignerie, de cette aventure entrepreneuriale. On a une petite tradition, c'est de te proposer un joker. Ça veut dire quoi ? Si à un moment donné, je te pose une question à laquelle tu n'as pas envie de répondre, tu pourrais utiliser ce joker. Est-ce que tu as envie de prendre ce joker ou tu me dis « Non, je répondrai à toutes les questions ». Je pense pas qu'on ait des choses à cacher, donc... Ça marche. Eh bien, écoute, on avance comme ça. Franck, est-ce que tu peux... Alors, tu l'as fait quelque part assez rapidement. Après tes études, tu es rentré, tu le disais, donc chez Le Saffre. Et puis, c'est ton premier job, ta première expérience professionnelle. Est-ce que cette première expérience professionnelle, elle est déjà associée à cette envie d'entreprendre ou tu ne sais pas encore que tu as envie d'entreprendre ? Je pense que je me souviens de mon entretien d'embauche chez Le Saffre où j'ai dit au DG que je voulais entreprendre, que j'avais cette envie en moi, que j'avais pas encore forcément l'idée ni tout le bagage pour entreprendre, mais que c'était vraiment une envie que j'avais au plus profond de moi. Et je pense que c'est ce qui a plu aussi, de dire l'esprit entrepreneurial, je le comprends encore mieux maintenant. Mais je pense que quand un DG voit quelqu'un arriver avec cet esprit-là, ça donne aussi envie, je pense, de l'embaucher. Donc, dès le début, j'avais cette envie d'entreprendre. D'où viennent ces premières envies d'entreprendre ? Tu me dis que déjà, en arrivant chez Le Saffre, t'exprimais déjà cette envie. Elles sont venues où, ces premières tendances, ces premières envies, justement, de se lancer dans le grand bain ? Je pense qu'on a toujours, on avait toujours cette idée avec les potes d'enfance de créer un projet ensemble, de pouvoir vivre un petit peu de la passion, et c'était surtout de créer cette liberté. Alors, il n'y a pas que de la liberté d'entrepreneuriat, mais c'était de créer un peu son chemin à soi et de s'affranchir un petit peu des codes, d'aller un peu plus loin que tout ça. J'ai envie de rebondir sur un mot que tu as employé. On l'a déjà vu dans d'autres podcasts. C'est quand on fait des études, plus de 80% des entrepreneurs ont créé pour la liberté. Puis tu as dit très vite, j'ai créé pour la liberté, mais on n'est pas si libre que ça. Tu peux développer un peu cet aspect-là ? Ouais, je pense qu'au début, il y a cette envie d'entreprendre qui est plus au fond des tripes, au fond du cœur. Et plus on avance, plus on accepte certaines contraintes, comme dans tout job, dans toute vie. Et c'est quoi ces contraintes ? Ces contraintes, je pense qu'il y en a plein. Il y a le fait de créer un projet à Lille, de rester ancré à Lille jusqu'au moment où on a envie de bouger à droite à gauche. J'ai beaucoup bougé dans le monde auparavant. Là, c'était de rester ancré à Lille, qui est OK. Mais c'est une liberté que je me contrains aussi. Ouais. Et il y en a plein qu'on met petit à petit. Et plus on a de monde qui nous suit dans l'aventure, plus on s'en met aussi parce qu'on est responsable de nous, mais aussi toutes les équipes et tous les partenaires qu'on engage avec nous. Est-ce que ce sont des contraintes ou des responsabilités ? Je pense que c'est des responsabilités et encore une fois, ça fait partie du chemin d'entrepreneuriat. Donc, c'est des contraintes qui sont choisies et acceptées. Et plus on avance, plus on a la liberté de se dire, celle-là, j'accepte plus. Du coup, soit je l'arrête, soit je la donne à quelqu'un d'autre qui ne verra pas ça comme une contrainte. Donc, je pense que c'est quand même accepté. Il y a beaucoup plus de positifs et beaucoup plus de liberté et d'émancipation dans l'entrepreneuriat aujourd'hui. Ok. Si on revient à ton parcours, tu finis tes études à Lille, notamment. Je
crois que tu as pas mal baroudé aussi, tu as pris ton sac à dos, tu es allé voyager, on en a parlé. Et puis tu as cette première expérience de 2, 3 ans, 4 ans, je crois, chez Le Safre. Est-ce que tu peux nous en parler à la fois dans son contenu, mais ce qui va nous intéresser aussi, c'est qu'est-ce qui a fait que petit à petit, ça mûrit, ça te donne envie à un moment de dire, bah, tiens, je vais quitter ce que certains peuvent voir comme le monde du confort, la sécurité, qui est le salariat pour l'entrepreneuriat. Donc tu rentres chez Le Safre et qu'est-ce que tu fais pendant ces 3-4 premières années? Tu en as parlé, Bellevure, quoi d'autre? En fait, on était dans une branche de Le Safre qui s'appelle Fermentis, qui est une petite entité, assez grosse maintenant, mais qui était une petite entité. On était 40 dans le monde entier. Et du coup, il y avait quand même cet esprit, certes, on fait partie d'une très grosse boîte, mais on est très peu et on essaie d'aller le plus vite possible. Donc, c'est vraiment différent d'un format startup, mais il y avait quand même ce côté, tout le monde est accessible, on peut parler au DG, à tout le monde dans le monde entier. Et d'être finalement très proche de tout le monde, ça nous a permis moi de me projeter beaucoup plus dans la vision globale de l'entreprise aussi. Donc ça, c'était hyper intéressant. Et en fait, le métier était très focus sur la levure de fermentation alcoolique, tout ce qui est bière, vin, spiritueux. Et donc j'étais beaucoup au contact d'artisans brasseurs du monde entier. Et quand je les ai rencontrés, ça m'a fait un tilt, qu'ils étaient passionnés. Ils avaient vraiment l'amour du produit, ils avaient vraiment envie de faire le truc le plus beau, le plus bon, le plus qualitatif. Et je suis un peu tombé amoureux de cet artisanat-là. Donc j'ai commencé à brasser ma bière de mon côté. Et je me suis dit, c'est ouf, à Lille, il y a énormément d'artisans. Mais même si moi qui travaille dans l'artisanat, je ne les connais pas, il n'y a peut-être pas grand monde qui doit les connaître. Et est-ce que ce sont toutes ces premières rencontres qui t'ont donné envie d'entreprendre, c'est ça? Je pense, ouais, l'envie d'entreprendre était déjà là de base, mais je ne savais pas quel était le fer de lance, quelle était mon envie à moi profonde d'avancer sur quel modèle. Et je pense que c'est ce passage, en tout cas chez Le Safre, qui m'a permis de révéler ce qu'il y avait au fond de moi, l'artisanat, le bon, le local, le durable. Ça m'a permis d'éclaircir beaucoup plus ma vision. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est cette rencontre avec le monde de l'artisanat qui a révélé, qui t'a aidé à imaginer ton projet entrepreneurial? Je pense que c'est ça, c'était la petite étincelle pour me dire, allez, il y a peut-être quelque chose à creuser. Et après, il y a eu plein d'introspection, de parcours entrepreneurial, avec Ticket for Change notamment, qui est un accélérateur de projets pour les projets à impact. Et donc, qui a permis vraiment de creuser le pourquoi, le why. On parle beaucoup de Simon Sinek. Le pourquoi finalement d'entreprendre. Parce qu'on nous apprend beaucoup dans les écoles comment entreprendre, mais pas forcément pourquoi. Et du coup, l'entrepreneuriat social m'a fait découvrir ce pourquoi qui, je pense, permet de déplacer des frontières énormes. Qu'est-ce que tu as appris chez Ticket for Change? Qu'on était tous différents, mais que chacun avait des qualités de dingue et qu'il fallait réussir à être dans l'empathie de la plus profonde pour pouvoir exploiter au mieux les compétences de chacun. Et que la différence pouvait être un atout vraiment fort si on savait l'exploiter. Et rien que ça change beaucoup de choses dans le mindset. Et donc, c'était hyper intéressant. Et après, donc, le début, c'était très introspectif. Et après, ça nous a donné les clés pour savoir entreprendre, comment aller chercher des financements bancaires. C'est tout bête. Mais quand on quitte sa boîte, on ne connaît pas tous les trucs là. Je n'ai pas fait d'école de commerce. Je ne connaissais pas tout ce milieu entrepreneurial. Donc, ça m'a permis vraiment de comprendre et de mettre le pied à l'étrier pour aller beaucoup plus loin. Avant de te lancer dans cet premier projet entrepreneurial, il y en aura peut-être d'autres, est-ce que tu savais tout de suite que tu allais t'orienter vers quelque chose d'engagé, de militant, de responsable, ou est-ce que c'est les rencontres qui ont fait mûrir ça en toi? Je pense que avec mes amis, on était beaucoup là-dessus, sans vraiment comprendre ce terme de durable. Oui, c'est cool, c'est bien, mais qu'est-ce que ça veut vraiment dire? Et en fait, on a découvert cette forme d'entrepreneuriat qui était l'entrepreneuriat social, où on s'est dit, mais c'est ça en fait, c'est ça qui nous parle et qui vraiment nous ressemble à 100%. Et donc, on a commencé à aller à tous les after-work, tous les meet-up et Ticket for Change. J'en organisais beaucoup à l'époque, peut-être encore maintenant. Et donc, finalement, on s'est retrouvés comme un match en disant, tiens, c'est exactement ça qu'on veut. Et donc, finalement, le projet, c'était... il y avait le projet et la question de la durabilité, c'était du bon sens. De toujours avoir ce truc-là au cœur du projet. Une question, est-ce que on peut faire du business et en même temps être engagé, être responsable, être sur le durable, etc. Est-ce que ces deux concepts peuvent se marier? Je pense, j'en suis même certain, parce que c'est ce qu'on fait aujourd'hui.
qu'on est toujours tenté par le diable pour aller plus vite. Pour C'est quoi le prendre diable? chemin. Le diable, c'est quand un client te demande quelque chose et est-ce que tu vas le faire, oui ou non, pour satisfaire ce client-là, mais finalement, tu vas peut-être perdre ton ADN. Donc, je pense qu'on a appris vachement avec ça, qu'on a des personnes de plus en plus engagées dans l'équipe aujourd'hui qui nous permettent de pas juste être nous avec notre conscience, mais de discuter un peu de toutes les décisions communes. Par exemple, si je prends le premier exemple, la consignerie était 100% végétarienne au début, parce qu'on parlait d'impact carbone, de réduction des émissions. Et finalement, on passait à côté de beaucoup d'affaires à cause de ça. Et on s'est dit que le message n'était peut-être pas le bon à complètement supprimer la viande, mais peut-être d'aller chercher un public qui voulait de la viande, mais les faire saliver avec des propositions végétariennes. Et que là, notre impact allait être beaucoup plus fort et décuplé. Donc mais ça on ne permet va de la pas faire des réflexion. barbecues avec des entrecôtes. En revanche, se dire comment on adapte nos produits au marché sans passer à côté et, comme tu disais, faire saliver avec des produits peut-être méconnus. C'est ça. Ouais. Et c'est les retours qu'on a. C'est au début, il y a toujours cette réticence parce qu'on a toujours peur de l'inconnu. Et finalement, quand on l'a devant soi, qu'on goûte, on se dit mais c'est génial. Et c'est Ouais. ça tout le bonheur pour nous, c'est d'arriver avec une proposition de valeur que le client souhaite. Mais nous, on arrive avec beaucoup plus de végétariens et une offre hyper alléchante pour que tout le monde soit satisfait et on trouve pour son compte. Ouais. Alors, petit voyage en arrière, on est à la fin de Le Saffre. Qu'est-ce qui fait que tu te sens prêt pour ce premier projet entrepreneurial? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment ou à un autre, il y a ce déclic où tu dis, allez, je lâche les amarres, je quitte une belle entreprise comme Le Saffre, un job sans doute très intéressant, peut-être des perspectives de carrière, pour démarrer from scratch. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a ce déclic et tu te sens prêt à y aller? Il y a ce côté aventurier que j'aime beaucoup, de se lancer dans l'inconnu et de voir où ça mène. À l'époque, j'ai lancé le projet avec 2 amis très très proches, avec qui on est encore bien amis, mais nos chemins se sont séparés. Donc vous avez démarré à 3? On a démarré à 3, Ouais. on s'est retrouvé à 2, et puis finalement, je me suis retrouvé tout seul sur le projet pendant quelques temps, avant de rencontrer Pierre, mon nouvel associé. Mais du coup, il y avait les amis qui étaient là. Forcément, c'est beaucoup plus engageant et beaucoup plus fun. La famille, ma compagne, qui m'a beaucoup soutenu dans tout ce que j'ai fait. Donc il y avait vraiment ce côté, de toute façon, j'ai rien à perdre. Au contraire, tout à gagner. Est-ce qu'on peut dire que tu t'es lancé la première fois avec, j'entends, amis, copines, famille? C'est tout ta garde rapprochée qui t'a aidé, qui t'a soutenu pour faire le grand saut? C'est ça, je pense que ça a permis en tout cas de fluidifier ce parcours-là, parce que c'est toujours une forte décision de passer du monde corporate à l'entrepreneuriat. Et plus on est entouré, plus finalement on va réussir à aller de l'avant et enlever tous les petits trucs de friction qui vont faire que c'est plus compliqué. Ok. Donc tu te lances. Est-ce que tu te souviens ce moment clé? Moi je m'en souviens quand j'avais quitté mon job de l'époque, où tu annonces à ton patron, à ta patronne, à ta RH ou je ne sais quoi, que tu quittes la boîte pour monter ta boîte. Tu te souviens de ça? Je m'en souviens, ouais. Je m'en souviens et je me souviens du dirigeant qui m'a dit bah tu me l'avais dit de toute façon. Ouais. Et c'est vrai. Et donc je pense forcément il y a cette déception de voir quelqu'un partir de son équipe. Mais je pense qu'avec le recul, on en a rediscuté. Il était très heureux que je puisse partir et réaliser un petit peu mon rêve. Donc finalement, c'était un grand pas en avant pour moi à ce moment-là. Ouais. Il aura réussi à te garder 3-4 ans chez lui avant le grand saut. C'est ça. Alors, la consignerie, tu l'as créée, si ma mémoire est bonne, c'est en 2019, c'est ça? C'est ça. Avec une première version, avec vous êtes 3, et puis une deuxième version, vous allez 2. C'est quoi l'idée de départ de la consignerie? L'idée de tout départ, je quitte moi mon entreprise en disant je veux montrer une microbrasserie la plus éco-responsable possible. Ça, c'est le projet de base où j'annonce à mon employeur que je veux partir et avec lequel on travaille avec mes amis pendant 6 mois. Et finalement, il y a ce passage chez Ticket for Change qui dit « Ok, c'est cool, trop bien d'avoir la microbrasserie la plus éco-responsable, mais pourquoi? Quel est l'impact derrière? Quel est si tu rêves grand, c'est quoi le monde auquel tu aspires demain? » Et en fait, ça permet de se retrancher un peu et de penser plus impact derrière ce projet aussi, et pas que envie personnelle, mais aussi impact. Et du coup, on y revient à « Ok, si on fait une brasserie éco-responsable, ça veut dire qu'on achète des produits intéressants, qui sont éco-responsables, etc. » Et du coup, si on creuse, bah en fait, il y a déjà des artisans qui existent, qui font déjà les choses bien. Pourquoi ne pas les mettre en avant et leur permettre à eux d'exploser? Et c'était un peu tout ce fil rouge là qu'on a détendu pour voir jusqu'où on pouvait aller.
Et aujourd'hui, voilà, c'est le trait d'union entre tous les petits qui font bien les choses et les entreprises privées, publiques qui cherchent du local. Est-ce que ça veut dire que vous allez abandonner l'idée de produire votre propre bière? C'est ça? On l'a abandonné à cette Ouais. époque-là, ouais. Et là, vous allez basculer plutôt vers un autre modèle qui est celui d'aujourd'hui? Qui est un modèle plus serviciel Ouais. où finalement on va sourcer les meilleurs producteurs, les meilleurs traiteurs qui sont les plus engagés et plus responsables pour les faire arriver sur des énormes contrats publics ou privés qui n'auraient pas pu forcément avoir parce qu'ils n'ont pas encore la visibilité pour. Et du coup, on va réunir tous ces acteurs pour vraiment être forts tous ensemble face à des beaucoup plus gros qui n'ont pas besoin de nous aujourd'hui et qui font peut-être les choses un peu moins durablement. Donc, il y a une idée, ce que j'entends, peut-être une communauté d'artisans, de producteurs responsables que vous faites travailler, qui sont ici à proximité de la métropole lilloise. Et c'est ça, votre filtre, c'est ça? C'est ça, exactement. On a un gros travail sur le sourcing d'accompagnement aussi de nos traiteurs, parce qu'on travaille beaucoup avec des traiteurs qui, eux, travaillent avec les producteurs en direct pour les mettre en avant. Et donc, il y a un vrai accompagnement, une vraie démarche dans le zéro déchet, dans la responsabilité, dans les achats, etc. Alors, j'ai une question qui me vient tout de suite à l'idée, là. Comment le marché réagit à une offre? J'entends responsable, les déchets, l'alimentation, c'est local, c'est responsable. Comment les entreprises réagissent à une offre comme ça? Comment ils l'accueillent de manière globale? Au début, c'est c'est le petit projet sympa, on va tester et on verra bien. Et après, il y a tout ce qui se passe dans le monde, le climat, les lois qui commencent à apparaître pour l'anti-gaspillage, pour une économie circulaire, etc. Qui finalement, le petit projet sympa devient la norme et que tous les acteurs industriels aussi commencent à devoir se durabiliser, à devoir être de plus en plus responsables. Donc finalement, c'est un petit courant qui naît, qui devient majoritaire aujourd'hui. Et dans 3 ou 5 ans, si les achats de nos traiteurs ou des prestataires sont plus durables, bah, y a tout le monde qui claquera la porte au nez parce que ce sera plus possible d'accepter ça. Et est-ce que pour autant le discours et le positionnement, il est bien accueilli par les entreprises? Ouais, bien sûr, c'est un besoin qu'ils ont eux, soit identifié, soit non identifié. Et en fait, quand on tire le fil aujourd'hui, on répond beaucoup avec les acteurs publics qui, eux, ont des obligations par la loi de verdir de plus en plus leurs commandes. C'est pareil pour les entreprises privées avec des normes ESG qui commencent à arriver. Donc, il y a un vrai besoin de pilotage de toute l'entreprise. Et finalement, sur la partie restauration traiteur, il y a très peu de mesures parce que tout le monde fait un peu ses dépenses en carte bleue de son côté. Donc, il n'y a pas vraiment de politique d'achat qui sont menées avec ça. Et nous, c'est ce qu'on essaye de mettre en place avec nos clients, c'est de leur mettre une plateforme à disposition où ils peuvent piloter tous leurs achats. Et les directions achats, directions financières aiment bien ça parce qu'ils ont enfin de la stat et de la métrique sur les dépenses de restauration et traiteur. Alors, petit voyage en arrière, mais un peu plus récent. On va dire peut-être premier semestre 2024. Tu réponds parfois à des consultations, des appels d'offres plus ou moins importants. Et puis, je vais te laisser l'expliquer. Tu as postulé, c'est peut-être pas postulé, mais tu as répondu à un appel d'offres de qui? On répond à un appel d'offres dans un tout premier temps de la ville de Paris. On se dit, tiens, cette année, il y a quand même pas mal d'événements en France. Qu'est-ce qui se passe cet été? Il y a les JO qui sont là. Donc, on a envie d'avoir une petite part du gâteau. On voit plein d'entreprises qui commencent à se concentrer. Donc, on se dit, ce serait quand même dommage que les JO se passent en France et qu'on n'ait rien à faire cet été. Donc, l'idée, je te coupe, c'est, vous dites, tiens, il va y avoir du business à Paris avec les JO. Nous, on aimerait bien prendre, peut-être pas des miettes, mais une petite part du gâteau pour justement, on va dire, fournir des repas à différentes populations qui seront sur place. C'est ça l'idée de départ. L'idée de départ, c'est ça. C'est de se dire, il y a les JO qui sont là, c'est une fois tous les 100 ans en France, il faut qu'on y participe, on n'a pas le choix, on fait de l'événementiel. On taper à la porte. Donc on voit ce premier appel d'offres de la ville de Paris qui souhaite restaurer les bénévoles et le staff de la ville de Paris pendant tous les JO, donc sur une période de 4 mois qui va de juin jusqu'à septembre. Et du coup, on y postule, on se dit à Paris, il faut qu'on y arrive parce qu'on avait déjà quelques clients là-bas. Donc on vend notre offre, on répond à l'appel d'offres. Et surprise, on est sélectionné pour cet appel d'offres-là. On se dit, c'est génial, c'est trop cool. Sélectionné que vous? Que nous. Donc un seul sélectionné parmi, j'imagine, des dizaines d'entreprises qui ont postulé. Exactement. Et ça, c'est le premier appel d'offres. C'était déjà énorme pour nous. Et ça nous fait arriver à Paris. Énorme, c'est combien? Énorme en termes de volume c'est quoi les... En termes de volume de repas, ça représente entre 5 et 8 000 repas sur le papier à livrer sur les 4 mois.
Donc c'est énorme, ça nous fait participer au JO, on est dans l'ombre de cet événement-là. Donc tout le monde est hyper content à la consignerie. Et on se dit, bah voilà, on va quand même, maintenant qu'on est à Paris, on va continuer à regarder s'il n'y a pas d'autres choses pour les JO. Et là, il y a un appel d'offres, un nouvel appel d'offres de dernière minute qui paraît. De la part de qui? De la ville de Paris, toujours. De nouveau. Ouais. Qui n'a pas encore trouvé de prestataire pour gérer la restauration de la cérémonie d'ouverture des JO. Cette fameuse cérémonie du 26 juillet. Exactement. Ouais. Et donc le projet démentiel, sur le papier, 220 000 personnes à nourrir, 12 km des côtés de la Seine, et une demande de service restauration, donc du très très gros événementiel à vraiment grosse échelle, avec quelques critères de durabilité quand même imposés. Donc ça veut dire que là, il y a un premier appel d'offres que vous remportez, et on a un deuxième de dernière minute qui sort, et là on est sur 220 000 personnes le 26 juillet sous la flotte. Sous la flotte. Bon, ça, quand tu réponds, tu ne sais pas que c'est sous la flotte. On ne sait pas. Ouais. On se dit le 26 Donc juillet. vous répondez à cet appel d'offres, on va dire la consignerie, belle entreprise de la métropole lilloise engagée, va à la capitale, répond, et vous gagnez. Et on gagne. Et on gagne. Et ça fait quoi quand tu... T'as la réponse comment? On t'appelle? On t'envoie un mail ou... On nous appelle pour nous dire les gars, le projet il a super plu. Il faut qu'on se remonte les manches parce que la cérémonie est dans 6 semaines et on n'a pas trop le choix que de charbonner pendant 6 semaines. Vous êtes retenu 6 semaines avant le 26 juillet. 6 semaines avant le 26 juillet. Ça fait quoi? Ça fait émotionnellement, oui. Je pense que c'était les montagnes russes de se dire c'est trop cool mais ça fait peur, c'est trop cool mais ça fait peur. Et ça, tous les jours on se le disait. Est-ce que vous n'êtes pas dit merde, on est un peu dans la merde, excusez-moi l'expression? Je pense qu'on se l'est dit et on se l'est dit jusqu'au jour J et c'était un sacré challenge. Donc tu apprends 6 semaines avant le 26 juillet que, truc assez incroyable, vous gagnez cet appel d'offres pour 220 000 repas à fournir entre quoi, 18h et 23h30? Toute la cérémonie, c'est ça, ouais. Parce que ça durait. Je m'en souviens, j'étais sur l'un des ponts sous la flotte. On a pris, je crois, 8 ou 9 mm en 2h30. Comment on fait en 6 semaines pour lancer tout ça? En 6 semaines, on avait quelques traiteurs référencés, mais on n'avait pas une grosse base de traiteurs. Donc le tout, c'était de proposer des traiteurs et restaurateurs qui collent à nos valeurs en très très peu de temps. Donc on s'est reposé sur 2 choses. Le premier, c'était le label Écotable. Pour tous les restaurateurs, traiteurs les plus engagés. Écotable, c'est un des labels les plus engagés en termes de restauration, donc on savait qu'en prenant ces restaurateurs-là, il y avait forcément de l'engagement derrière. Et coup de chance, un mois avant, il y avait eu le festival Wheel of Green, qui a pareil une énorme charte d'achat hyper engagée. Et du coup, on a appelé tous les restaurateurs et traiteurs de Wheel of Green qui savaient faire de l'événementiel et qui potentiellement étaient très engagés aussi. Donc on les a tous appelés. On a eu 90 traiteurs qui ont répondu à l'appel et on a coordonné ces 90 traiteurs en l'espace de très peu de semaines. Donc ça a été... J'ai une question à te poser. Quand tu apprends comme le comité des JO, le 26 matin, en début de journée, qu'il y a une alerte orange qui va tomber 9 mm, moi je l'ai vécu, mais en temps juste de spectateur. Comment tu vis ça? Qu'est-ce que vous dites? Vous dites, c'est pas de bol, hein? Ouais. Parce que pour l'info, ils ont choisi cette date, a priori. Ils avaient regardé les stats sur la météo depuis des dizaines d'années. Et c'était le jour qui avait le moins de probabilité d'avoir la douche. Et on a eu la douche, je crois, entre 20h30 et 23h. En tant que coordinateur d'un projet pareil, quand tu vois qu'il va pleuvoir, tu te dis quoi? Je pense qu'on n'était plus trop conscient à ce moment-là. On était dans une euphorie, dans une dynamique où on avait très peu dormi, il fallait qu'on soit focus. On s'est levé le matin, on avait dormi 1 heure tous les jours de la semaine. On s'est levé, on savait ce qu'on avait à faire. Le temps, c'était quelque chose qui devait arriver et ça faisait quelques jours qu'on savait que ça allait être compliqué. Donc, on fait fi de ça et on se concentre vraiment sur nous, ce qu'on devait faire parce que c'était un énorme challenge. Il y avait beaucoup d'histoires d'accréditation à avoir. C'était un énorme événement avec plein d'imprévus. De tension, de sécurité. C'est l'événement le plus dur à organiser au monde en termes de tout. Donc on ne s'est pas trop focus sur la météo. Il y a juste eu le moment où il a commencé à pleuvoir, ça s'est calmé un petit peu. On était dépités, forcément. On prépare. Alors certes, on n'a pas préparé pendant longtemps, 6 semaines, c'est rien. Et à la fois, on a travaillé énormément.
Mais c'est tout, c'est le jeu. On savait que ça pouvait arriver. Forcément, c'est décevant et on était triste. Et tous les restaurateurs, les traiteurs, les brasseries qui étaient là aussi. Mais ça fait partie du jeu. Euh, Comment on vit le mot que j'ai envie d'employer, c'est un tunnel. Vous êtes rentré peut-être dans un tunnel 6 semaines avant et peut-être encore plus le jour J. Si tu devais nous expliquer en 1 ou 2 minutes comment tu as vécu, je ne sais pas si ça a démarré pour toi à 14 heures, à 16 heures, à 18 heures, à 20 heures, ce tunnel où ça y est, on lance et ça livre. Comment tu as vécu cette cérémonie d'ouverture ou cette journée? Tu t'en souviens? Ouais, j'ai pas vu grand-chose de la cérémonie pour ne pas dire rien du tout. Je pense qu'on était dans un tunnel depuis le moment de l'annonce où Mm. c'est bon, on a été pris jusqu'à presque mi-septembre où il y avait énormément de choses à gérer en amont, mais aussi Parce que après vous avez le. fait le Paralympique aussi. On a fait la cérémonie paralympique Ouais, ensuite, donc il y a un appel d'offres qui est reparu ouais. après la cérémonie olympique. Et du coup, on a fait la paralympique, on était un peu plus rodé, donc c'était ce qui était plus simple. Il a fait un temps merveilleux. Mais jusqu'à mi-septembre, on était dans un tunnel où il y avait tellement de travail qu'on n'avait pas le temps de regarder, de souffler, de s'émerveiller finalement. Donc on n'a pas vraiment eu le temps de redescendre de cet événement, si ce n'est jusqu'à mi-septembre, donc il y Mm. a encore très peu de temps. Ça fait quoi, quelques mois plus tard, de dire j'ai quand même fourni à dîner, parce que c'était un dîner, à 220 000 personnes sous la flotte lors de la cérémonie la plus regardée au monde à ce moment-là. Ça fait quoi? C'est fou de se dire ça comme ça. Ouais. Je pense que quand on a fait le bilan en septembre, on s'est dit que c'était dingue, qu'on a commencé le projet en 2019 sur un modèle complètement différent d'aujourd'hui. Ça fait vraiment 2 ans qu'on a ce modèle-là. Si on nous avait dit il y a un an, quand on n'avait presque pas de contrat, qu'on allait faire la cérémonie d'ouverture des JO, les cérémonies d'ouverture des JO, ça paraît impossible. Même Mm. nos rêves les plus fous n'auraient même pas imaginé Mm. de mettre ça en place. Donc c'est assez fou. Ça nous permet de rêver encore plus, de rêver encore plus grand demain pour aller de l'avant et continuer Mm. à montrer que la consommation durable peut être accessible et surtout fait rêver, comme on a pu participer à la cérémonie d'ouverture. Donc c'est assez fou. Je pense qu'on réalise toujours pas vraiment ce qui s'est passé. Je pense que c'est plus notre entourage et ceux qui nous suivent qui disent que c'est dingue Mm. d'avoir vécu ça. Je pense que les émotions ont été décuplées pendant ces moments-là. On était tous à fleur de peau et c'était un énorme truc à vivre. Donc c'était cool. Est-ce qu'à la consignerie, il y a un avant et un après JO? Ouais, je pense. Je pense que ça fait 2 ans qu'on cherche notre modèle, qu'on ne sait pas trop comment se situer par rapport Mm. à toute la dynamique existante autour de la consommation durable. Et aujourd'hui, après les JO, ça nous a permis de réaliser tout ce qu'on pouvait faire en termes Mm. de restauration événementielle durable. Et donc, ça nous a permis de dire, OK, on sait tout faire. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut bien faire pour accélérer? Et du coup, ça nous a permis de reposer les bases, de reposer une fondation très forte de vers où on va pour demain. Un événement comme les JO, moi, en tant que spectateur, je me dis c'est juste incroyable ce qui a été fait et puis votre participation à vous. Qu'est-ce que ça vous a appris quelques mois plus tard? Si on regarde un petit peu en arrière, si on regarde ce mois de juillet, ce mois de septembre avec les Paralympiques, qu'est-ce que ça vous a appris à vous, la consignerie, à vous les deux associés, à vous peut-être l'équipe? Que tout est possible. Ouais. Première chose, ça nous a permis de se confronter aussi en tant qu'humain, parce que la période était une période de tension. On avait l'activité à Lille, qui était énormissime. On avait l'activité à Paris, avec peu d'effectifs. Et du coup, ça nous a retranché dans nos limites. Donc, ça nous a permis de construire encore plus de liens humains avec toute l'équipe, avec toutes les personnes qui ont participé au projet, que ce soit les partenaires, l'équipe interne, mais tous les partenaires externes. Ça nous a permis de montrer que c'était possible si on se bougeait et que l'envie et la motivation étaient là. Parce que là, on parle beaucoup de nous, mais tous les prestataires qui sont démenés, les 90 traiteurs, ils ont fait un boulot de ouf parce que nous, on a eu 6 semaines pour se préparer. Eux, le temps qu'on les contacte, qu'on arrive à définir le projet, ils ont eu beaucoup moins de temps et ils ont fait des merveilles, que ce soit les brasseurs, les traiteurs, tous les partenaires, électricité. Enfin, c'était un truc de dingue.
tout le monde était vraiment dans une dynamique collective qui était hyper impressionnante. Et ça nous a permis de fortifier tous les liens qu'on avait jusqu'à maintenant. Humainement, c'est fort. D'un point de vue business, c'est incroyable. Est-ce que la notoriété de la conciergerie a bougé? Est-ce que tes clients existants, est-ce qu'il y a des nouveaux clients qui savent, si vous avez communiqué dessus, que vous avez organisé un projet aussi dingue que celui-là? Et c'est quoi l'impact pour la conciergerie post-JO? Post-JO, on a eu beaucoup de retours positifs de tous nos partenaires, clients à Lille qui nous avaient vus. On a beaucoup posté sur les réseaux à ce moment-là. Et du coup, on avait, à chaque fois qu'on appelait quelqu'un, un partenaire, un fournisseur, un client, c'était alors les JO, comment c'était? Bien sûr. Et du coup, c'est vrai que ça a créé une vraie dynamique de se dire, ah, c'est ouf, la consignerie, ce qu'ils ont fait. Ouais, c'est ouf. Et c'est que le début, en fait. C'est que le début. Il y a encore plein de belles choses à venir. Et ça donne juste un avant-goût de l'ambition qu'a la consignerie. C'est d'aller toujours plus loin, d'emmener avec nous tous les partenaires de la consommation durable. Et c'est cette vague qu'on a envie de créer et qu'elle ne s'arrête pas juste les JO, c'était cool. Qu'elle continue sur les prochaines années. Et ce que j'entends, c'est que c'est une belle victoire, une première victoire de la consommation durable lors d'un événement comme ça mondial. Ouais, la reconnaissance est belle. La reconnaissance est belle. S'il avait fait encore un beau temps, ça aurait été mieux. Et il y a une question que j'ai envie de te poser, c'est dire comment on rebondit après un événement pareil? Puisque j'imagine qu'en termes de chiffre d'affaires, en termes de volume, en termes de tout ce qu'on veut, c'est complètement démesuré. C'est-à-dire que vous avez dû faire un pic d'activité colossal. Comment on vit le retour à la normale? Comment on rebondit après un événement majeur comme ça? Septembre, c'était assez dur. On revenait fatigué, tous très fatigués, très mentalement usés aussi, physiquement et mentalement. Donc c'était dur, on a pris du temps entre associés avec les équipes pour rediscuter un peu de tout ça, faire le point. Et surtout, ce qui est le plus important, c'est de redéfinir la roadmap qu'on avait pour savoir vers où on va finalement. Parce que les JO, ça pourrait dire, ok, c'est l'apogée, et après ça, il n'y a plus rien à faire. Alors qu'en fait, non, il y a encore énormément de chantiers à aller creuser. Et du coup, ce qu'on fait depuis 2 mois là, c'est d'essayer de redéfinir une roadmap aussi ambitieuse et qui définit bien notre valeur ajoutée aujourd'hui entre le petit événementiel qui est automatisé via la plateforme et le gros événementiel où on peut amener beaucoup plus de valeur ajoutée aussi. Est-ce que tu dis quelque part, je vais traduire, tu me diras si je traduis bien, c'est que l'expérience des JO a quelque part un peu chahuté vos ambitions, elle a challengé votre business model et qu'aujourd'hui il y a, les petits événements, la plateforme le permet de le gérer et il y a, et aussi, parce que vous avez pris confiance, c'est se dire on a envie aussi d'être un game player sur des gros événements, c'est ça? Ouais, c'est ça. Tu vois, on est à mi-chemin entre le traiteur logisticien et l'agence événementielle qui va organiser des immenses événements. On pourrait se dire, ok, on va faire que des gros événements, c'est hyper rentable, ça amène, on travaille quelques mois et on fait des gros événements. Oui, c'est intéressant, mais si on parle d'impact, encore une fois, il faut tout faire. Il faut tout faire. Il n'y a pas juste un gros événementiel, un petit événementiel. Si on arrive à tout faire, de tout automatiser, de gérer le bon business model, finalement, on vient répondre à 100% des besoins des organisations, privées comme publiques. Et ça, c'est beau. Ça, c'est bon. Et ce que tu dis, c'est que le business à impact, ça marche. Ça marche, ouais. C'est pas juste une illusion de se dire, l'économie sociale et solidaire, parfois il y a cette image de dire, c'est très utile, mais ça ne marche pas d'un point de vue business. Tu dis, on peut marier effectivement un modèle responsable et faire du business. Bien sûr. Ouais. Et demain, ce sera la norme. Ouais. Il y a 5 ans, c'était peut-être pas vrai, mais dans 5 ans, ce sera la norme. Ouais. Nous n'aurons pas sur ce podcast autant de spectateurs que pendant les JO, malheureusement. Mais en tout cas, il y a de nombreuses personnes qui nous écoutent. Ça serait quoi les quelques conseils que tu donnerais à nos auditeurs devant un business comme celui que vous avez eu, c'est-à-dire qu'un pic d'activité qui est colossal? Qu'est-ce que ça vous a appris et quels conseils tu as envie de donner à nos auditeurs? C'est une bonne question. Je te remercie. Je pense qu'on aime bien foncer, on a ce côté très aventurier. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui n'auraient pas été parce que le risque était peut-être trop gros aussi à prendre et ça aurait pu même couler la structure. On l'a fait, on est fiers de l'avoir fait, c'était à refaire, on le referait. Le seul conseil, c'est de foncer pour ses idées. Et si ces idées, elles sont là, que les bons partenaires, qu'on a tout l'écosystème qui œuvre pour le même but, finalement, on va s'en sortir. Forcément, il y aura toujours un moyen de rebondir par la suite.
Et les JO, oui, le risque était énorme. Le gain n'est pas forcément à la hauteur des efforts et de tout ce qu'on a mis, mais c'est pas grave, on l'a fait et on s'est montré même à nous-mêmes que c'était possible. Et pour revenir à Ticket for Change, la phrase qui me reste et qui nous était rabâchée, c'était rêver grand mais faire petit. Parce qu'aujourd'hui, on avance pas à pas. Au début, on n'avait que 2 mains, 4 mains quand on était 2 associés. Et aujourd'hui, il y a de plus en plus de monde. On n'est pas seul. On a embarqué plein de monde dans l'aventure qui nous suivent, qui nous accompagnent, qui nous challenge et qui nous permettent de rêver de plus en plus grand. Et ces JO nous permettent, là, c'est difficile de renourrir un rêve plus grand que les JO, mais on va y arriver parce qu'il faut toujours se nourrir de ça. Rêver grand et faire petit. C'est ça. Merci Franck, à bientôt. Merci Hervé.